Bonjour jeunes gens, donc comme promis aujourd'hui un cours sur les lumières. Vous avez travaillé en autonomie sur un devoir maison à partir du site de la BNF. Donc nous mettons en commun nos travaux pour avancer et avoir un socle de connaissances communes pour le prochain cours sur Candide. Alors, fiat lux et lux fuit, littéralement que la lumière soit et la lumière fut. Et le courage de te servir de ton propre entendement. Voilà la devise des Lumières. Donc par entendement, il faut comprendre la faculté de comprendre, et c'est une citation donc de Kant, d'un grand philosophe. Les Lumières commencent en 1715, à la mort de Louis XIV, c'est donc l'émergence de ce mouvement. On assiste au XVIIIe siècle à une profonde transformation de la vie culturelle. Une véritable opinion publique se constitue, et cette opinion publique est indépendante du pouvoir politique qui est en place. On passe de Louis XIV, donc véritable despote, monarchie absolue, qui finit sa vie, alors c'était un monarque éclairé, et puis à la mort de la reine-mère, il a basculé un peu du côté obscur de la radicalisation religieuse. Donc effectivement, la France est dans un état affligé sur le plan des idées. Voilà, c'est un peu la pensée unique. Donc ce phénomène en fait des Lumières va apparaître en France, mais pas seulement en France. On va voir qu'il concerne effectivement l'Europe d'une manière plus large. Et c'est un... Alors évidemment, comme toujours, il y a les intellectuels. On commence à sortir de la société tripartite. Au demeurant, le peuple est trop peu alphabétisé pour pouvoir véritablement être concerné par ce mouvement. Donc les lumières c'est quoi? Alors les lumières, ça désigne métaphoriquement un mouvement intellectuel. Alors les lumières, c'est pas l'avènement de l'électricité au XVIIIe siècle, ça c'est pas possible. C'est un mouvement donc européen. Alors en Allemagne, eh bien, il porte le nom de Aufklärung. En Italie, Illuminismo et en Angleterre, Enlightenment. Voilà. Donc c'est un mouvement qui effectivement se répand de manière un peu pandémique, sans vilain jeu de mots à notre époque. Voilà. Cette métaphore en fait évoque donc le passage de l'obscurité de la nuit à la lumière du jour nouveau, c'est-à-dire on passe d'une société qui repose sur la tradition et sur la référence au texte sacré, à une société qui privilégie plutôt la connaissance rationnelle et l'esprit critique. D'où effectivement la citation de ma deuxième diapositive, aie le courage de te servir de ton propre entendement, ou bien encore, oser penser par soi-même, dira le philosophe Diderot. Donc la philosophie des Lumières ne constitue pas un système de pensée qui est élaboré évidemment par un seul auteur de référence, mais c'est bien un mouvement qui regroupe des intellectuels de formations diverses et qui partagent effectivement des valeurs communes. Donc dans l'ordre, de gauche à droite, on a Diderot, Voltaire, Rousseau, que vous connaissez. On a également d'Alembert, qui lui est un mathématicien, et Montesquieu, qui lui est un juriste. Donc tous ces auteurs collaborent à quelque chose de fondamental au XVIIIe siècle, c'est l'encyclopédie. L'encyclopédie est donc développée sous la direction de Denis Diderot et de d'Alembert. L'encyclopédie, c'est un ouvrage qui est absolument majeur, d'abord parce que c'est la première encyclopédie française, d'une part. D'autre part, c'est une encyclopédie qui constitue un volume important, une somme de travail important, 35 volumes édités entre 1751 et 1772. Donc l'encyclopédie regroupe et diffuse l'ensemble des savoirs au XVIIIe siècle. C'est donc un dictionnaire raisonné des sciences. Au XVIIIe siècle, il faut qu'on se rappelle de la figure de ce grand homme, Isaac Newton, qui est donc physicien, mathématicien, philosophe, à qui l'on doit la théorie de la gravité universelle. Voilà, donc effectivement, on diffuse le savoir effectivement littéraire par le truchement de l'autobiographie moderne, comme Rousseau nous la propose, mais également à travers d'autres formes d'art, comme par exemple l'opéra avec Mozart, et également avec les scientifiques qui sont au cœur de la réflexion. Donc, les philosophes des Lumières, en fait on emploie beaucoup ce terme-là, effectivement, mais c'est quoi un philosophe?
Alors, si on s'en réfère à un article de l'encyclopédie, voilà comment l'encyclopédie définit le philosophe. Intellectuellement, c'est un homme qui ne se fie qu'à la raison. Socialement, c'est un homme qui aime vivre en société. Et moralement, c'est un homme honnête, responsable et conscient de ses devoirs envers la société. Les Lumières mènent un certain nombre de combats. Donc là aussi, de gauche à droite, quand on est face à l'écran. Le premier combat, alors ils ne sont pas nécessairement dans l'ordre, mais enfin, il fallait bien à un moment donné commencer par un combat. Donc j'ai choisi de commencer par le combat contre le despotisme, c'est-à-dire l'autorité, le rejet du despotisme et de l'Église. Église qui impose des préjugés au peuple, évidemment, pour mieux les soumettre à leur pouvoir. Les philosophes des Lumières, en fait, eux, sont favorables à une monarchie éclairée, une monarchie constitutionnelle. Et les philosophes combattent en faveur de la tolérance pour la liberté de culte. On va voir apparaître, alors ce sont les balbutiements, évidemment, le combat pour la laïcité va être beaucoup plus long, mais on assiste effectivement à l'émergence de ce concept-là, le concept de laïcité. Les philosophes des Lumières, en fait, on n'est pas encore véritablement dans ce qu'on appellerait aujourd'hui le refus du dogme, le refus de la foi. L'athéisme n'est pas encore véritablement développé. On assiste davantage à ce que Voltaire va appeler le déisme. Voltaire va considérer qu'en fait Dieu existe, mais c'est un grand horloger. Voilà, cette idée d'orfèvrerie, d'horlogerie, de perfection dans la gestion du temps est quelque chose de très intéressant dans la mesure où si Dieu existe, ou plutôt puisque Dieu existe, en fait il ne peut pas nous vouloir de mal, c'est forcément un être bon qui nous fait du bien. Donc on va complètement changer notre rapport à la foi. En fait, on va plus être du tout dans un rapport de transcendance. C'est pas nous qui allons tenter d'atteindre Dieu parce qu'il est absolument inaccessible. On va plutôt être dans un rapport à l'immanence, donc à essayer de porter Dieu en nous. L'autre grand combat des Lumières va porter effectivement sur la foi en l'homme, la confiance en la raison humaine. Donc ça, c'est mon deuxième dessin, l'homme de Vitruve j'ai mangé son nom, ça me reviendra. La confiance en la raison humaine. Donc les philosophes cherchent à développer l'esprit critique. On retrouve effectivement, et vous l'avez lu, le conte philosophique de Candide, qui est vraiment au cœur de cette démarche intellectuelle. Les philosophes condamnent une chose importante et qui était omnipotente les siècles précédents, c'est la censure. Et ils affirment le droit à la liberté d'expression. Et pour eux, la liberté d'expression est véritablement un facteur de progrès social. Si on suit mon diaporama, on arrive sur l'image effectivement d'une foule levant les bras. Le troisième grand combat des Lumières, c'est la foi dans le progrès de l'humanité. Les philosophes des Lumières croient au progrès, vraiment. Et ils considèrent que l'homme a son avenir entre les mains. Et Voltaire le dit de manière extrêmement métaphorique puisqu'il dit « il faut cultiver notre jardin ». Les philosophes pensent que l'amélioration de la condition humaine dépend donc de la diffusion des idées philosophiques dans la société et du développement d'une économie libérale à visage humain. Rappelez-vous l'épisode du nègre de Suriname. Donc effectivement, l'Europe est esclavagiste à ce moment-là et les philosophes des Lumières condamnent absolument, évidemment, l'esclavagisme. C'est quelque chose qui est absolument intolérable pour eux. Ils condamnent également, autre grand combat, c'est ce que les philosophes vont appeler le droit au bonheur. Alors, ils reconnaissent à l'être humain le droit au bonheur, à un bonheur immédiat, qui pour eux est une véritable source d'épanouissement, à la fois individuelle et collective. Les philosophes réhabilitent quelque chose qui pour nous aujourd'hui nous paraît absolument essentiel, c'est la notion effectivement de plaisir. Or le plaisir est quelque chose qui au XVIIe siècle est véritablement à proscrire
Voilà, d'abord, on dit que le moi est haïssable. On n'est pas là effectivement pour prendre du plaisir. On est sur terre, selon la religion chrétienne, pour accéder. C'est une véritable épreuve de purification et de purification par la souffrance. Donc là, effectivement, les philosophes vont se battre. Le bonheur est souvent la seule chose qu'on puisse donner sans l'avoir. Et c'est en le donnant qu'on l'acquiert, nous dit Voltaire. Donc la recherche permanente d'un véritable bonheur, facteur d'épanouissement pour l'être humain. Eh bien, en résumé, tous ces combats, on peut embrasser l'ensemble de ces points de contestation autour d'un concept extraordinaire qui apparaît au XVIIIe siècle, qui est donc la liberté de conscience. Et le combat des philosophes va aboutir en fait le 14 juillet 1759 à la prise de la Bastille, la fameuse Révolution française qui va donner donc la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la DDHC, avec le premier article que l'on connaît tous, les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. On a moins souvent retenu la suite de ce premier article qui est les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Alors, je vous laisse méditer cette phrase, c'est intéressant. Utilité commune, voilà. Est-ce qu'il est question de réification? Donc réification, c'est le terme plus savant pour dire chosification de l'homme, l'utilité de l'homme, voilà. Ça fait partie des choses dont on pourrait débattre. Et en tous les cas, ça pourrait être un sujet de réflexion pour le brevet. Donc, les Lumières aboutissent effectivement à la Révolution française. La suite au prochain épisode, donc on va parler de François-Marie Arouet, qui est certainement l'écrivain le plus connu par son engagement. Voilà, on se retrouve le mardi 31 à 8h pour de nouvelles aventures. Je vous souhaite une bonne continuation, portez-vous bien, passez un excellent week-end, à bientôt, au revoir.